Et c'est là aussi où j'ai compris que finalement, ce qui fait peur en psychiatrie, c'est quand on ne connaît pas. Et ça, pour moi aussi, c'est le manque de moyens en psychiatrie. C'est-à-dire, on nous donne de très fortes doses de médicaments pour nous mettre en sécurité temporairement, mais on ne soigne pas réellement ce qui ne va pas, quoi. Oui. Et déjà, en fait, j'avais pas compris que j'allais être mise à l'isolement. Donc quand on me l'a annoncé, je savais pas du tout que ça existait. Et ça montre aussi le manque d'informations qu'on a sur les troubles psy. Abigail, bonjour. Oui, bonjour. Comment s'appelle l'appellation exacte du trouble qui est le vôtre aujourd'hui? Donc en langage psychiatrique, ça s'appelle état limite. Après, c'est plus connu sous le nom de trouble de la personnalité borderline. Oui. Mais les psychiatres en hôpital psychiatrique appellent ça état limite. Il intervient quand? Est-ce que enfant, adolescente, vous avez des souvenirs? Alors, pour moi, c'est un peu difficile de le situer parce que j'ai l'impression d'avoir toujours été en décalage avec les autres. En tout cas, mes premiers psys et mes premiers traitements médicamenteux datent de mon adolescence. D'accord. À 26 ans, il va y avoir une explosion dans votre vie. Comment vous appelleriez ça d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe qui fait que vous allez vous retrouver hospitalisé en HP? 2020, j'ai sombré dans un état dépressif qui a duré pour le coup plusieurs mois et j'étais en recherche de solutions pendant assez longtemps. Vous dites que vous êtes hermétique aux émotions. Ouais. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Dans mon état dépressif, moi j'ai l'impression que les gens s'imaginent que c'est être très triste et pleurer tout le temps. Moi, c'était pas du tout comme ça que ça s'est traduit, parce que c'était une fatigue, mais pas une fatigue physique, c'était une fatigue de la vie qui s'est installée, où j'avais de plus en plus de mal à m'alimenter, à m'habiller, à me laver. Ça devenait vraiment totalement insurmontable. Et quand je parle du fait d'être hermétique à mes émotions, hermétique au monde, c'est que des fois, vivre et juste être, c'est déjà extrêmement difficile. Et il y a des jours où j'ai juste pas la force de être, parce que ça me demande déjà un effort. Donc finalement, il n'y a plus d'émotions, on se sent vide de tout, et il n'y a même plus de goût à rien. Vivre sans émotion et dans ce vide-là est une souffrance. Est-ce que les vôtres avaient perçu cette difficulté ou comprenaient? Non, personne n'a rien vu, mais personne n'a rien vu parce que je ne voulais pas que les gens sachent et je ne voulais pas que les gens voient, ce qui, en plus de ça, a creusé le sentiment d'épuisement. Avec le recul, je ne sais même pas comment j'ai fait durant cette phase-là pour cacher cet état de fatigue. C'est-à-dire, j'arrivais, rien que me laver, c'était compliqué. Oui. Et quand j'allais travailler, j'étais tout sourire, toute souriante, en train de faire des blagues à tout le monde. Donc le jour où j'ai craqué, personne n'a compris, parce que c'est arrivé du jour au lendemain, et du jour au lendemain, urgence psychiatrique, hospitalisation, et tout s'est enchaîné très vite. Donc voilà. Et vous masquiez tout? Tout. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment fait une première partie de ma vie à tout intérioriser et à être en suradaptation perpétuelle à mon environnement et aux autres. Alors moi, avec mon psychiatre, j'ai appelé ça la parfaite et la monstrueuse, parce qu'il y a une image de ma personne qui est très distordue. Donc je passe de l'idéalisation totale à d'un coup la dévalorisation très forte. Donc finalement, c'est beaucoup plus confortable pour moi d'être dans la parfaite, parce que si je ne suis pas la parfaite, je rebascule dans la monstrueuse. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, parce que quand je suis dans la monstrueuse, c'est des états qui sont très difficiles à traverser. Donc il y a aussi un peu ce truc où j'ai l'impression d'être tout le temps en apnée, et je pense que c'est aussi pour ça la fatigue de des fois j'ai pas la force d'être, parce qu'il y a une pression tellement forte sur mon identité, sur l'image de moi, sur la validation d'autrui, sur tout ça. Je vous imagine bien en parfaite, mais la monstrueuse, elle ressemble à quoi? Quand je suis dans la parfaite, j'ai une image de ma personne qui est « je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir et le monde est merveilleux ». Parce que j'ai aussi une image du monde qui est « le monde est trop génial, merveilleux, les gens sont géniaux, etc. ». Pour moi, la monstrueuse, c'est tout ce système de pensée de « je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre », je me sens totalement abattue par le monde et la société, j'ai une perte de sens totale en tout. Et c'est aussi là où les comportements d'autodestructeurs peuvent naître, parce que je suis un être
tellement horrible que je ne mérite pas l'amour des autres. Je me sens très peu légitime d'amour, parce que c'est très difficile d'accepter que quelqu'un nous aime quand nous-mêmes on a cette image-là de nous. Et donc la monstrueuse, oui, c'est vraiment mes pires états, c'est la noirceur la plus obscure, et c'est très difficile de voir la lumière dans ces moments-là. Et même quand je discute avec des psychiatres, quand je suis dans ces états-là, je n'entends plus rien, dans le sens où quelqu'un me dit « mais si le monde est beau », c'est pas entendable pour moi du tout. Donc oui, c'est tout le temps tout blanc ou tout noir, et il n'y a jamais de nuance. Vous appelleriez en 2020 quoi? Vous faites une décompensation, vous vous retrouvez aux urgences psychiatriques. Que s'est-il passé? Donc j'ai sombré dans un état dépressif. Pendant très longtemps, j'étais très réfractaire à l'idée de demander de l'aide. Oui. Parce que demander de l'aide, ça voulait dire confirmer qu'il y avait un problème. Et ça, je ne voulais pas. Donc déjà, ça m'a mis du temps. Ensuite, on m'a mis sous antidépresseurs, ce qui paraissait être la meilleure solution à ce moment-là, parce que j'avais tous les traits d'une dépression. Et les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai accepté de demander de l'aide. On m'a fourni cette aide. Oui. Je suis suivie, j'ai un traitement médicamenteux, etc. Et ça ne marche pas. Donc dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas de solution. Et c'est là où j'ai eu un geste qui m'a conduit aux urgences psychiatriques. Et finalement, j'étais totalement au fond du trou. Et là, ils ont pris, là encore, la meilleure décision me concernant. C'est-à-dire que j'étais considérée comme plus du tout apte à prendre soin de ma santé et de ma sécurité. Donc, hospitalisation en psychiatrie à ce moment-là. C'était la première fois. Moi, j'étais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un hôpital psychiatrique. J'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer ensuite, quoi. L'arrivée dans l'hôpital psychiatrique est finalement un quotidien qui change radicalement, puisque là, vous êtes dans cet espace confiné. On entend beaucoup parler sur la libre antenne, souvent, de l'état de l'hôpital psychiatrique en France. Qu'en avez-vous pensé, vous? Quelle a été votre expérience? Alors, moi, sur l'hôpital psychiatrique, de façon générale, j'ai un avis très nuancé. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4. En tout et pour tout, c'est 9 mois sur les 2-3 ans que j'ai passé hospitalisée en psychiatrie. Donc, j'ai fait plusieurs structures. Et j'ai l'impression d'avoir vécu un peu le pire comme le meilleur. Dans le sens où j'ai vu la différence quand une structure a les moyens et quand elle n'en a pas. La première que j'ai faite, je suis tombée dans un hôpital qui était cruellement en manque de moyens. Moi, j'avais cette image quand même très caricaturale. Forcément, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je suis folle? Est-ce que ça veut dire que tout ça? Oui. Et premier truc qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas un profil type de personnes hospitalisées. Ça touche vraiment absolument tout le monde. Et donc moi, cette première hospitalisation, elle s'est mal passée. Et déjà, en fait, j'avais pas compris que j'allais être mise à l'isolement. J'avais pas compris que j'allais plus avoir de contact avec l'extérieur, que j'allais plus avoir le droit de voir mes proches, de voir ma famille. Enfin, on m'a mis en pyjama, on m'a dépossédée de tout ce que j'avais. Moi, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. C'était très extrême comme hospitalisation. Les mesures qui ont été prises me concernant ont été assez drastiques. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Alors, je pense que j'ai compris l'isolement qui a été fait à ce moment-là, parce que c'était d'un point de vue sécuritaire. Donc, je pense que c'est une hospitalisation qui, l'air de rien, m'a sauvé la vie. Par contre, je pense que le manque de moyens en psychiatrie a fait que j'ai pas eu les explications que j'aurais dû avoir. Et j'ai eu des très grosses doses de médicaments. Et ça, pour moi aussi, c'est le manque de moyens en psychiatrie. C'est-à-dire, on nous donne de très fortes doses de médicaments pour nous mettre en sécurité temporairement, mais on ne soigne pas réellement ce qui ne va pas, quoi. Oui, on abrutit plus qu'autre chose. C'est une solution d'extrême urgence. C'est souvent ce qui revient dans les témoignages que j'ai pu recueillir. Cette situation où l'on prend beaucoup de médicaments et où on se retrouve complètement abruti et finalement tellement abruti qu'on ne peut plus réfléchir. Donc c'est vrai que cette première hospitalisation a créé quand même beaucoup de trauma
Et ça a été très dur pour moi d'accepter de retourner en hôpital. La peur. Exactement. Mais je pense que c'est comme cette expression qui dit que quand on tombe du cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Oui. Moi, je pense que ça a été très bien que je retourne en hôpital, mais dans d'autres conditions, pour me réconcilier avec le monde de la psychiatrie, avec les hôpitaux, etc. La deuxième hospitalisation s'étant beaucoup mieux passée. La deuxième hospitalisation s'étant beaucoup mieux passée. Je suis tombée sur des équipes de blouses blanches qui ont fait preuve d'une patience extraordinaire me concernant, parce que j'ai vraiment été très difficile avec eux, parce que j'étais totalement sur la défensive. Et c'est grâce à leur patience, à leur bienveillance et à leur écoute que j'ai pu renouer ce lien-là. Et je pense que c'était très important pour la suite de mon parcours aussi. Oui, très important, parce que dans la suite de votre parcours, il y a ce diagnostic. On m'a diagnostiqué une première fois lors de ma première hospitalisation. Donc quand on m'a annoncé ça, je pense que j'ai pas compris du tout de quoi on était en train de me parler. Ça m'a fait très peur. Et c'est là aussi où j'ai compris que finalement, ce qui fait peur en psychiatrie, c'est quand on ne connaît pas. Ce qui fait peur en psychiatrie, c'est quand on ne comprend pas. Et moi, je n'ai pas compris. Et surtout, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est en train de m'annoncer là exactement? Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer que toute ma vie, je vais être condamnée à faire des états dépressifs et être en hôpital psychiatrique? Oui. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord pour vivre cette vie-là, donc il va falloir me trouver des solutions. un peu, bon, vous êtes bien mignon avec votre diagnostic, mais moi, je peux pas... il va falloir qu'on trouve... vous pouvez pas juste me dire ça et me laisser comme ça, quoi. C'est pas possible. Vous n'aviez jamais pensé avant que vous souffriez d'un trouble psy? Ah non, pas du tout. Je pense que j'avais pris le truc comme une fatalité en me disant, bon... je suis comme ça. Ouais, voilà, je suis comme ça. Ça va, ça vient. Ouais. Je suis comme ça, j'ai à peu près réussi à tenir ma vie comme ça. Donc quand on me l'a annoncé, je savais pas du tout que ça existait. Et ça montre aussi le manque d'informations qu'on a sur les troubles psy. Ouais. Parce que je pense que si j'étais tombée sur un témoignage comme ce qu'on est en train de faire là, peut-être que je me serais beaucoup plus questionnée. Vous avez accepté depuis et vous vous soignez? Bah oui, aujourd'hui, alors je me considère pas guérie, mais je me considère stabilisée et rétablie. C'est le mot magique, stabilisé, en trouble psy, non? Oui, je pense. Parce que moi, je fais une distinction entre... Pour moi, il y a être stabilisé, oui. Ce qui est tout ce qui est le côté médical, avec les psys, les médicaments, tester tout plein de médocs avant de trouver celui qui marche, faire les thérapies aussi, parce qu'il y a des thérapies qui ont prouvé leur efficacité pour les troubles borderline. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Ça, c'est le chemin vers une stabilisation encore plus solide. Mais oui, et puis aussi, moi, ce que je n'avais pas compris, c'est que finalement, il y a des apprentissages qui peuvent se faire grâce à la thérapie. Et ce que je dis souvent, c'est que si on agit comme ça, c'est parce que personne ne nous a jamais appris à agir autrement que comme ça. Par exemple, dans le trouble borderline, il y a une peur de l'abandon et du rejet qui est très forte. Du coup, je rentrais dans des stratégies de j'abandonne avant d'être abandonnée, je rejette avant d'être rejetée, ce qui a finalement fait beaucoup de mal à des gens que j'aimais. Et la thérapie a permis un peu de faire ces apprentissages qui étaient totalement manquants. Donc ça, c'était un soulagement énorme. Et c'est aussi ce qui participe au fait qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et j'ai des relations qui sont tellement beaucoup plus saines qu'avant. Et il y a aussi le rétablissement. C'est-à-dire qu'une fois que je suis stabilisée, comment je fais pour me rétablir dans la société? Comment je fais pour professionnellement? Comment je fais avec ma famille? Comment je fais avec mes amis? Comment je fais dans mes relations amoureuses? Et en fait, il y a tout plein de questions comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la psychiatrie, moi je suis très optimiste sur la psychiatrie parce que je sens qu'il y a une réelle évolution qui est en train de se faire, beaucoup plus collaborative avec les patients. Donc ça, c'est super et trop génial et j'ai envie de faire partie de ce mouvement-là. Parce que c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai eu l'impression qu'une fois que j'étais stabilisée, j'ai un peu été jetée dans la nature
en mode, bon, bah, allez-y maintenant, on vous remet. Sauf que moi, je me sens toujours... Enfin, dans la société, il y a plein de questions qui se posent quand on a un trouble borderline je sais pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas enfin, Déjà, lorsqu'il n'y a pas de trouble borderline, il y a plein de questions. Oui. Donc, je me doute que le trouble augmente la quête de stabilisation. Hein. Mais vous semblez aller bien aujourd'hui. Très bien. J'entrevois des perspectives d'avenir très positives. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce travail-là parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment mieux. Oui. Et quand on sait les années d'errance que j'ai vécues, c'est une victoire énorme. Et je sais que j'ai toujours des hauts très hauts et des bas très bas parce que ça, je pense qu'en toute sincérité, ça ne changera pas. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que je ne suis plus toute seule face à ça. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mmh. Alors, bien évidemment, votre témoignage... toutes les personnes qui connaissent Europe 1 vont pouvoir profiter de votre témoignage, mais où peut-on vous retrouver ailleurs? Oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Voyageuse au naturel. Ouais. Et je milite pour déstigmatiser la santé mentale et je parle de mon trouble borderline pour communiquer cette parole. Mmh. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, mais vous êtes une grande voyageuse. Oui, et bien évidemment, aujourd'hui, le paramètre voyage compte énormément dans la liberté qui est la vôtre. Oui, et c'est aussi retrouver sa place dans le monde et retrouver du sens dans le monde et de la bienveillance. Ce qui est très important de sortir un peu de son quotidien où moi j'ai l'impression que dans le quotidien, je suis un peu tout le temps la même personne avec un peu tout le temps les mêmes gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand je sors de ça, qui je suis. Et ça, c'est une problématique aussi identitaire que j'ai eue, de m'identifier qu'au travers de mon trouble. Je suis que la malade, que la patience, que la borderline. Mmh. Et finalement, qu'est-ce qui sort quand je suis dans un autre pays où les gens ne me connaissent pas du tout et où je peux être finalement un peu n'importe qui et qui j'ai envie d'être. Oui. Et où tout va bien. Et où tout va bien et je peux recréer du lien avec des gens et me sentir beaucoup plus connectée au monde. C'est important aussi. Mmh. Et à la vie. Et à la vie. La vie est belle, hein. Et au mouvement, et aux émotions, voilà. et à tout ce qui fait qu'on est vivant. Voilà. Et votre place, comme la mienne, comme la place de celles et ceux qui nous regardent, voilà. On a chacun notre place, on a chacun une personnalité différente. Il n'y a pas une autre Abigail, il n'y a pas un autre Olivier. Voilà, c'est la vie. Et on est unique et précieux. Et ça, je pense qu'on ne dit pas assez. On est unique et précieux et on a tous et toutes la légitimité d'être.